Moi, je les ai vus arriver, j'avais 15 ans, sur un rassemblement du RSA et j'avais dit au président Cariou, c'est génial votre truc là, c'est génial ça parce que les mecs, ils mettent un moteur de mobilette au bout d'une aile Delta et puis ils volent à pas cher. Et Cario m'avait répondu, tu sais, l'année prochaine, ils auront un train d'atterrissage, dans 5 ans, ils auront une cabine couverte et dans 20 ans, ils voleront à 300 à l'heure. C'est bon, on est arrivé. Voilà, cela dit, même si l'ULM a évolué dans un sens qui peut plaire ou pas à certains d'entre nous, on a été les précurseurs en bon nombre de choses et surtout les constructeurs amateurs. Et là, la construction amateur, avec la Fédé, est en train de revenir à ce que, j'aime pas le mot, mais c'est celui qui est employé, à ce qu'on appelle les fondamentaux, c'est-à-dire une machine légère, pas chère, robuste. Et c'est comme ça qu'on a créé le PIAF, dont je vais vous dire quelques mots si vous voulez bien. Ensuite, Nathan vous parlera de la motorisation qui est un peu particulière, on va dire. Ensuite, on passera la parole à l'ami Daniel Dalby qui, ça ne s'invente pas quand même, il fabrique des avions avec des échelles, faut quand même oser, hein. Et puis, s'il arrive, on passera la parole à Serge Pennec. Alors, le PIAF, comment c'est arrivé? Le 1er janvier, Georges Humeau m'a appelé en me disant, tu sais, Didier, ça serait bien que tu me dessines un stall. Je viens de dessiner un stall, mais il faudrait que tu le construises aussi. Je dis, bah, je vais te le construire. Mais il faudrait qu'il y ait un manche pour les handicapés. J'ai dit, là, tu m'emmerdes. Et puis, il faudrait aussi qu'ils aient les ailes repliables et puis un moteur du commerce. Donc, le moteur, je céderai la parole à Nathan. Et voilà comment est né le PIAP. On a ainsi, avec Nathan, Séraphin et quelques copains, réussi en quelques mois, en 4 mois, à sortir une machine qui va peser moins de, 500 moins de 160 kilos à vide et pour un budget inférieur à 10 000 euros. Ça veut dire que si les essais en vol sont aussi favorables que l'énergie qu'on a mis dans le projet, on devrait avoir une chouette petite machine qui pourra se construire en moins de 300 heures. On joue un peu Daniel là-dessus. En à peu près 300 heures pour un billet de moins de 10 000 euros. Voilà, et qui sera pilotable par des handicapés. Tout ça, ça nous ramène évidemment à la construction amateur du LM. Et sans la construction amateur, je suis convaincu on n'avancera plus. On voit aujourd'hui des professionnels qui nous expliquent qu'ils sont incapables de faire des machines et qui demandent des 600 kilos et des machins et des trucs. Des mecs comme Daniel, comme moi, on arrive avec des petits moyens, on arrive à sortir des machines à 150 kilos, hein, 150, 160, à des sommes tout à fait raisonnables. On arrive à faire des biplaces. Ceux qu'a dessiné mon cher père, le Loiret pèse 245 kilos à vide. Le Layon biplace en tandem qui vole à 260 km/h en croisière pèse 238 kilos à vide. Alors que les professionnels ne viennent pas nous expliquer qu'on ne peut pas faire des machines légères et performantes. Donc ça, je pense qu'il faut que ce soit une des actions de la Fédé, non pas essayer de revenir à un passé qui n'existera plus jamais, mais à promouvoir, à favoriser l'essor de machines légères, fussent-elles industrielles, parce que on sait très bien que la construction amateur, comme on dit, ne sera jamais un sport de masse. Voilà. Euh, je vais maintenant, sauf si vous avez des questions particulières, mais je propose qu'on y revienne après. Je vais passer la parole à Nathan sur l'histoire du moteur, qui me paraît importante pour la construction amateur, parce qu'on revient vraiment au moteur standard avionné facilement. Ensuite, la parole à l'ami Daniel qui nous racontera son histoire qui est truculente parfois. Et puis, bah, Thomas, tu nous diras un petit mot sur notre village quand même, hein. Donc, je passe la parole à Nathan. Et puis, merci. Puis après, open bar pour toutes les questions que vous voulez. Bonjour à tous. Alors effectivement, le moteur du projet, on voulait quelque chose. Donc le projet initial, c'était vraiment une machine qui soit très simple et qui puisse être construite par n'importe qui le plus facilement du monde possible. Dans ce cas-là, une belle machine, c'est bien. On se heurte toujours au problème de la motorisation. Il n'y avait pas grand-chose effectivement sur le marché pour notre type de machine. Ouais. Bon. Donc finalement, il n'y avait pas grand-chose comme machine qui se faisait comme moteur sur place. On avait le choix de trouver un moteur d'occasion
ça ne nous plaisait pas vraiment. Dans la gamme, il y avait toute la série des petits Rotax, des petits deux temps. Voilà, tant qu'à faire, histoire d'avoir un projet innovant, essayons de changer un peu. Prendre des moteurs automobiles, bon, bah, ça a été fait. Il y avait pareil dans cette gamme-là, les moteurs 2 chevaux, les moteurs Visa, avionnés, toutes des choses comme ça. Bon, on voulait essayer de changer un peu. Et puis, on s'est orienté vers les moteurs V-twin, les petits moteurs V-twin maintenant, donc bicylindres en V, qu'on trouve dans le commerce en général chez Bridge Stratton, moteur de motoculture, qu'on peut retrouver sur maintenant des quads, sur des gros moteurs, des gros tracteurs tondeurs. Et en cherchant un peu, on a nos amis chinois qui, comme ils copient tout, il y a aussi des copies de moteurs V-twin. Et donc là, on est tombé sur un petit moteur, donc bicylindre en V, qui développe 35 chevaux, sorti de boîte. Et l'idée, c'était vraiment d'acheter ce moteur. Donc, c'est un moteur qu'on a acheté directement sur Internet, commandé un dimanche soir, livré le mardi matin, directement chez nous. À partir de là, le tarif, effectivement, on est sur 2 200 € le moteur, motorisation, donc 35 chevaux, démarreur électrique, filtre à huile, 4 temps, effectivement, avec un alternateur derrière. Donc, tout ce qui va bien. Et pour actionner notre hélice, on s'est orienté aussi vers un réducteur, donc cette fois-ci un réducteur à courroie, qui est lui aussi fabriqué directement sur place. Donc là, on est passé par l'Inde cette fois-ci. C'est un réducteur de chez ACE Aviation, donc un fabricant de pendulaires et voiles de pendulaires, qui fabrique aussi justement des réducteurs adaptés à ces nouvelles motorisations. Donc voilà, on est sur un ensemble de groupes motopropulseurs actuellement qui va s'échelonner aux environs de 3 500 € complet, 35 chevaux, et qui actuellement nous va peser aux alentours de 60 kilos. Donc c'est relativement lourd par rapport à ce qu'on peut trouver en dehors. Mais ce qui va bien dans notre projet, parce que le projet a tout de suite été vu avec ce moteur-là, donc tous les calculs ont été faits avec cette masse-là. Mais c'est aussi parce que notre projet se voulait et se veut toujours sur une motorisation électrique. Et l'ensemble de notre motorisation électrique, donc moteur, batterie, fait lui aussi environ 60 kilos. Donc au final, on se retrouve avec un fuselage qui peut être équipé aussi bien d'un moteur thermique que d'un moteur électrique pour le même poids sans trop de modifications. Voilà. Donc on est parti sur ce petit moteur-là que vous pouvez voir directement au stand et sur la machine. Et l'idée, c'était vraiment d'avoir ce moteur, de le recevoir chez nous et de le monter sur la machine quasiment tel quel. Voilà. Il n'y a aucune modification actuellement, ni de carburation, ni d'admission, il n'y a rien. C'est vraiment, vous prenez le moteur, vous le sortez de sa boîte, vous le posez sur la machine, vous enlevez juste ce qui ne sert pas en aviation et ce qui sert en motoculture. Donc tout ce qui va être le régulateur de gaz, régulateur d'échappement, toutes ces choses-là, vous l'enlevez, ça vous fait gagner quelques kilos et vous remettez le moteur sur votre machine. Et vous avez un ensemble motopropulseur. Le réducteur reçu d'Inde, vous le montez sur le moteur en moins de 3 minutes. Tout est prévu, tout est déjà prévu dans la boîte. Le kit, c'est 3 minutes d'installation. Et voilà, en 10 minutes, vous vous retrouvez avec une machine, enfin un moteur qui va bien, sorti de boîte, pour à peu près moins de 3 500 € si on veut faire quelque chose de bien. J'aperçois notre président préféré qui passe là-bas. Sébastien, tu veux pas nous prendre 2 minutes de ton temps pour nous dire un petit mot sur la construction amateur et comment tu la vois à la Fédé? Merci. Non, 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 mais bah, écoutez, en fait, j'avais un tout petit trou pour aller prendre une douche et non, comment je vois, bah, c'est vrai que Didier, depuis qu'il est arrivé au sein de la fédération, et j'espère qu'il s'investira de plus en plus avec Thomas, avec Christophe, avec tout le monde, ça a mis, je pense, une énergie nouvelle. Alors, sur le MULM, sur le projet Piaf, sur tout ça.
Donc j'espère que ça se voit, que ça se sent, voilà, que la mayonnaise prend. En étant toujours en bonne entente avec le RSA aussi, il faut le dire, parce que c'est important, hein, voilà. Et donc, je crois que Georges Humeau met aussi toute son énergie pour que tout ça se fasse. Donc, ouais, il y a une bonne équipe. Voilà. Alors, c'est vrai que la construction amateur, c'est quand même un truc très spécifique, quoi qu'on dise. C'est pas, tous les pilotes sont pas dans la construction amateur. Il y a tout de même trois là. Et donc, bah, moi, tout ce que j'ai pu faire jusqu'à présent, et moi je m'arrête au mois de décembre, hein, c'est pour ça que je ne vais pas m'engager au-delà de ce que j'ai déjà dit, mais c'est sûr que ta venue, la vie des clubs, le village rétro, le projet Piaf, tous les stages qu'on a mis en place, les stages de mécanique aussi qui sont liés, voilà, c'est des projets qui permettent d'accompagner. Bon, voilà, le Pouchel, depuis le nombre d'années où on se connaît, tu te rappelles le précédent salon de Blois, les difficultés qu'on avait à faire venir. Bon, je vous passe, je pourrais vous parler des heures, tout ça, hein, mais c'est vrai que c'est des équilibres comme ça, beaucoup de travail en fait, beaucoup de travail pour en arriver là. Et donc, bah, moi, je suis content que vous soyez satisfait. Alors, il y aura toujours des insatisfactions. Je pense que sur l'assurance, par exemple, c'est un sujet très important, l'assurance, parce que, bon, bah, on n'a pas de problème d'assurance. Enfin, on n'a pas de problème. Voilà, on peut encore être assuré en ULM pour le prix d'un scooter. Bon, bah, réussi. Et on a un nouveau contrat d'assurance qui va être pour 3 ans, là, que vous allez découvrir avec de très faibles augmentations par rapport à la précédente qu'on a bien gérée grâce à un fonds de compensation. Donc, c'est vrai que pour construire, bon, pour être assuré pendant la construction, ça, il y a les passerelles que vous connaissez. Et puis, pour être accompagné, voilà. Réglementairement, vous connaissez ma position. Moi, j'ai toujours été sur le 525 kg. Voilà. Je souhaite qu'on y reste aussi. Et pour toutes les machines qui seraient originales et qu'on ne pourrait pas classer pour des raisons techniques, je pense notamment aux ULM électriques. C'est vrai que si on prend une machine à vide en électrique, elle ne peut pas rentrer dans les 300 kg. Elle peut rentrer dans les 400 kilos, mais elle ne peut pas rentrer dans les 300 kilos. Donc pour celle-là et uniquement pour celle-là, moi je pense que voilà, un système expérimental ou ULM Neo entre 525 et 600 kilos serait certainement une bonne chose. Sur l'actualité de la turbine, puisque bon, vous savez qu'il a fallu se battre et réagir pour que les choses soient bien claires. Donc il y aura une réglementation expérimentale uniquement pour la turbine, et je dis bien uniquement pour la turbine, jusqu'à 600 kilos. Mais c'est vrai que, bon, moi, ça fait 19 ans que je suis élu, ça fait 8 ans que je suis président. Je ne vous cache pas qu'il faut se battre tout le temps, au niveau national, au niveau international, pour maintenir cette réglementation. Et que le mondial de l'ULM, c'est aussi, même si c'est un salon très ciblé, c'est comme un salon du mariage, hein, je veux dire, on est 5 ou 6 000, voilà, ça dépend de beaucoup de paramètres, mais il faut vraiment se battre pour ça. Ce que je déplore un peu, c'est que les corps intermédiaires ont un peu disparu, c'est-à-dire que moi, ça me manque beaucoup de ne plus avoir Volmoteur, de ne plus avoir Philippe Tisserand, qui est là, bien sûr, mais comme journal, ou de ne plus avoir même Dominique Meglioli, voilà. C'est-à-dire des gens qui avaient des avis intermédiaires avec des techniques intermédiaires. Et c'est vrai que maintenant, on est un petit peu confronté quand même, c'est la logique de l'époque, hein, tout le monde qui parle. Et en fait, se faire un avis expert, bah, c'est compliqué. Et même l'expert, il est contesté. Bon, alors là, ce sont, je crois, des gens globalement incontestables. Mais bon, enfin, en tout cas, qui ont l'humilité de ne pas paraître incontestables. Mais c'est difficile, je trouve, pour quelqu'un qui ne connaît pas. Bah tiens, comment je vais essayer un ULM? Qui va me dire, sans être un influenceur maqué avec le constructeur, que ça c'est bien? Comment, bon, vous voyez, on a fait venir des collégiens parce que c'était 15 jours après la rentrée. Donc, ils sont 250. Il y en aura peut-être, je sais pas, 10 qu'au final que ça va intéresser. Comme ton projet d'optimiste, qui est le. Voilà. Ben, bien sûr. Et donc, un optimiste nous a toujours fait rêver. Mais pour ces 10-là, bon, il faut essayer de faire le truc. En revanche, avoir des personnes qui savent leur tenir le bon discours, prendre le temps aussi, échanger. C'est pour ça que le MULM, c'est sympa parce que on a créé ces moments d'échange. Voilà. Donc, je pense que d'ailleurs, grâce à vous, le village rétro, il a une bonne gueule sympa, quoi. C'est une belle discothèque. Hein, voilà. Donc, c'était mon avis sur la construction amateur. Ça te convient? Je vais prendre ma douche et je reviens dans 1 heure. Allez. Moi. Et ce soir, le pot fédéral à 19 h, bien sûr. Ah non, d'abord ici. Puis, non, il est à quelle heure? Mais il y a le pot ici, nous aussi, à Aéroglili. Ouais, enfin 19h15, enfin, on fait les deux. Merci, merci Sébastien.
J'aimerais pas être président de la Fédé sur le mondial, parce qu'on vous devez être emmerdé en permanence. Sébastien, Sébastien, tu veux pas dire un mot? Ça doit être terrible, hein. Moi, je veux saluer l'action de la Fédé par rapport aux constructions amateurs et pour reparler du RSA que Sébastien évoquait tout à l'heure. J'ai proposé à Sébastien puis aux copains de créer le pôle construction amateur à la FF Plume en même temps que Jean-Louis Abou créait un pôle ULM au RSA, hein, pour que les choses soient bien claires et que je ne sais pas où, ça a l'air un peu plus compliqué ailleurs, mais chez nous, ça a toujours été vu comme ça en fait. Il y avait un pôle de construction. Ah, les nuisances sonores, c'est terrible. Il y avait en fait, l'origine c'était ça, hein. Il y avait un pôle ULM au RSA, c'était vachement bien. Moi j'étais pour. Le RSA, pour ceux qui ne le savent pas, mon père a construit son premier avion l'année de ma naissance et il était secrétaire général du RSA en 1956. Donc je ne peux pas vous dire que je ne connais pas, hein. Euh, mais j'œuvre et j'œuvrerai à chaque fois que je pourrai pour que la Fédé et le RSA travaillent ensemble, parce que Sébastien parlait de relations tout à l'heure. Si nous, constructeurs amateurs, déjà, nous, il faut qu'on prouve ce qu'on fait. Parce que, ah, t'as mis ça là, t'es sûr que t'es solide? Chaque fois, on est obligé de prouver ce qu'on fait. Mais on vit avec. Donc, si on n'est pas en mesure d'échanger, nous, les constructeurs amateurs, les pilotes du LM et les constructeurs amateurs du RSA, je vais vous dire, on va tous aller au tapis. Si on défend des paroisses, si on défend des chapelles, on va tous se foutre par terre. Et j'ajouterais, parce que Jean-Paul nous fait le plaisir d'être là, Jean-Paul Stapisolex, un des plus célèbres aéromodélistes de France et de Navarre. Euh, pour moi, le RSA, la Fédé, la Fédération française d'aéromodélisme ont vocation à faire des choses ensemble si on veut toucher les jeunes. Voilà. Bah écoutez, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. On va passer la parole à Daniel parce que lui, il a des trucs intéressants à raconter. Enfin bon, pas forcément intéressant, mais donc moi, bah, enfin, je pense que tout le monde me connaît. Donc je suis à l'origine effectivement du Pouchel, 3 échelles et on vole. Alors, ça n'a pas été fait quand même n'importe comment, puisque bon, l'échelle, elle a été testée avec des agglos de 10 kilos chacun. Ça, c'est le proto. Premier avec un Fuji de 18 chevaux, mais qui devait plutôt en faire 15 que 18. Le 26 juin 1999 à Salon-et-Guerre. Bon, ça s'est très bien passé. C'est un Pouchel qui a été construit au Mexique avec échelle renforcée, puisque vous voyez ce fuselage de 2 échelles. Après 3 échelles, on fait 4 échelles, c'est-à-dire 2 flancs en échelle et une aile avant avec échelle, une aile arrière avec échelle. Bon, là, ça me fait parce que bon, ça fait quand même plaisir pour ceux qui connaissent. Donc, Pierre Minier, le fils d'Henri Minier, qui m'a gentiment écrit cela. La discussion avec lui. Alors ça, c'est assez rigolo parce que les pouches à l'échelle prenant effectivement de l'ampleur, le fabricant d'échelle nous est tombé dessus. On avait fait un peu la connerie aussi de faire un lien sur nos sites internet vers le fabricant d'échelle. Alors bon, ça n'a pas duré longtemps. Donc, on a décidé de remplacer les échelles par des profils en alu, ça n'a rien d'original. Et ça, voilà donc le premier Pouchel sans échelle qui a été construit, qui a été équipé de jauge de contrainte à l'ICAM de Toulouse. C'est vraiment une belle réalisation avec des élèves qui ont été motivés, incroyables. Et on a réalisé le Pouchel, celui-là a été réalisé avec eux. Bon, ça, c'est le Pouchel 2, mais avec un fuselage en bois, construit à Albi. Alors, pour la petite histoire, le club RSA d'Albi a eu un incendie criminel en 2006. Il y avait 3 machines en construction presque terminées qui ont cramé. Et le président a voulu absolument relancer le club. Et il m'a dit, bon, faut que tu me fasses un Pouchel avec un fuselage. Donc, hop, j'ai dessiné le truc. Le 6 janvier 2006,
Je lui ai filé les plans et je vais revenir un peu en arrière parce que bon, le 6 janvier 2006, j'ai donné les plans et le 6 juin 2006, je le faisais voler. Après, les membres du club ont dit le Pouchel, c'est bien, mais enfin bon, c'est quand même pas terrible. On va faire un Loiret. Et ils n'avaient pas tort. Sauf que le Loiret, ils ont mis 6 ans pour le faire. 6 mois, 6 ans. Bon. À chacun son truc. Alors ça, c'est quelque chose, ça me fait plaisir. Paix à son âme. Grande discussion avec notre ami Serge Dassault sur un Pouchel euh, qui a été construit à Corbeil-Essonnes, donc dans le lycée, sur l'initiative d'un jeune de 15 ans à l'époque, qui avait fait un stage à voler avec Dominique Meglioli et qui était tombé sur l'article qui avait été fait par Jean-Marie Balland sur les Pouchels. Et il a décidé à 15 ans de faire un Pouchel. Donc il est allé voir Serge Dassault, qui lui a donné les sous, bien évidemment, parce que Serge Dassault n'a pas de problème de ce côté-là. Donc les sous lui a donné, et là, c'était la remise du prix de la construction. Je leur avais offert une hélice neuve. Et Serge me dit, papa a commencé en faisant des hélices, ce qui est vrai. Alors ça, c'est le Pouchel Light, 91 kilos. Donc ça, c'était un peu l'idée d'aller vers l'électrique, hein. Donc on avait fait celui-là, il y avait un HIRT F33. C'était notre regretté Noël Bastiens qui nous a quittés il y a quelques années. Le Pouchelec, c'est la suite, donc qui a volé à Viabon en particulier. Du Pouchelec, il y a eu alors la demoiselle, ça c'est un truc qui est venu parce qu'en 2007, il y avait oui, je crois que c'était l'Estaca, les jeunes de l'Estaca avaient récupéré un kit Dream Classic qui ressemble vaguement effectivement à une demoiselle. Et ça m'a donné l'idée de faire cette machine, bon, qui n'est pas une réplique, hein, ça n'a rien à voir avec une réplique de demoiselle. Et d'ailleurs, quand j'ai dessiné cette machine, heureusement que je n'ai pas été voir la vraie parce que je me serais fait des nœuds dans la tête. Donc là, bon, je pense que c'est une machine qui n'est pas trop mal. Enfin, je passe la parole à Thomas, qui en a usé. Et que j'ai récupéré la tienne d'ailleurs. Je dirais, et d'ailleurs, il l'a maintenant, cette machine. Alors ça, c'est beau, hein, c'était la demoiselle au Bourget, au salon d'aviation verte de notre ami Gérard Felzer. Et c'est une image qui ressemble beaucoup à des images qu'on a des demoiselles avec Santos Dumont dans les années 1909. Voilà. La demoiselle de l'unité de Chartres, tu peux en dire un mot? Ouais, non, mais c'est une machine, de toute façon, t'as déjà volé au Bourget avec la première demoiselle. Et l'unité de Chartres, je crois que c'était en 2012, non? 2013. Ah, 2013, elle a fait son premier vol après un an et demi de construction à l'unité, oui. On a fabriqué toute la machine et puis la cellule, et puis bien sûr la motorisation électrique. Ah, ça, c'était vraiment aussi une très belle réalisation. Le scout shell, disons 2 mots. Oh, oui, continue, continue. Je ne sais pas qui c'est là-haut. Parce que là, je le reconnais, là, celui qui est là, il est sur la machine, vice-champion de France, avec un scout shell. Le Cup Shell, vous en avez un qui est en construction. Le Dragon, vous l'avez. Le Dragon, il est là aujourd'hui, avec un nouveau moteur. Le Stagger Shell, ça, c'est pas une grande réussite. Il a fini à la benne. L'Hydro-Push Shell tout, il n'est pas terminé parce que malheureusement, on n'a plus de local au bord de l'étang et on est un peu coincé. L'Hydro-Push Shell, c'est pas encore au point, mais bon, l'hydro, c'est quand même pas facile, hein. En plus, ça demande une équipe et c'est vraiment difficile à mettre en œuvre. Bon, ça, je reviens aux origines, hein, donc un peu du ciel. Le matériel pour construire mes machines, oui, il n'y a pas grand-chose, hein. En machine, il faut une perceuse. Là, par contre, la scie à ruban, ça, c'est intéressant pour couper les profilés.
Bon, la PEF peut fournir l'ensemble des tôles découpées. Les nervures, c'est du roof mat de 30 mm, renforcé avec du contreplaqué de 6 dixièmes. Les longerons, bah, ils sont tout faits. Par rapport à mon ami Didier, bon, on fait ce qu'on peut. Donc, on a fait extruder 500 kilos 500 kilos de profilé en 60-82 T6 parce que le 60-60 était un peu juste. Donc, collage des nervures sur le longeron. Tac. Les bords d'attaque et les bords de fuite, on a des moules. Ensuite, on colle la PU et l'entoilage. Ça, c'est pour les empennages. Donc, comme c'est pour faire tout un empennage cintré et le réussir, c'est pas facile. Donc, moi, la combine que j'ai mis au point, c'est que tout ce qui est cintré, je le fais en tube de 22. Si on loupe un petit bout de tube, on le fout à la poubelle, c'est pas grave. Si on loupe tout l'ensemble, c'est quand même plus emmerdant. Donc, c'est comme ça que je fais les empennages. Bon, ça, bah, vous l'avez, hein, de toute façon, c'est comme ça. Et voilà, terminé. Si vous avez des questions, si vous avez des questions, Ouais, ouais, un petit mot sur le village, ouais, il nous reste. Eh ben, merci Daniel. Alors c'est marrant qu'un petit jeune s'occupe d'un village rétro. Pourtant, ouais, je suis pas très très vieux. Mais c'est comme ça. Pourquoi à la relève, ouais, c'est bon la relève. Pourquoi ça? Bah, parce que moi j'ai eu de la chance que bah, beaucoup de constructeurs m'ont prêté la machine, dont Daniel que je remercie beaucoup, parce que quand j'ai temps, bah, c'est pas simple de prêter des machines aux petits jeunes pour qu'ils aillent faire leurs ODL. Daniel m'a prêté gentiment sa première demoiselle. Et puis après, j'ai hérité pendant le Scout Shell pour le championnat de France. Donc, du coup, voilà, moi, je suis toujours un peu venu dans ce monde de constructeur amateur, que ce soit à l'école, que ce soit après à côté. C'est pas fini. À un moment, je construis pas mal de machines. On a fabriqué un stand avec un copain qui s'appelle Denis. Et puis maintenant, je fabrique aussi un petit peu de moteurs, des moteurs de génération de ce qu'on appelle le J456, qu'on est en train de passer à injection. Et voilà, ça c'est encore la suite. Et je vous remercie aussi, bah, bien sûr, toute la fédération, parce que c'est grâce au mouvement de l'ULM qu'on peut construire et voler avec n'importe quoi. Ça paraît bête, mais couper un moteur en deux et voler avec ça, bah, il n'y a pas beaucoup de catégories dans le métier, on peut faire ça. On a une liberté de vol qui est extraordinaire. On a une aviation civile qui nous libère vraiment pas mal de temps par rapport à ça. Du coup, bah, voilà, ça a tout un sens dans la construction amateur. Au niveau du village rétro, je ne suis pas tout seul. Je vous remercie, bah, ils sont pas là, mais Christophe et Jérémy qui font toute l'organisation ici au niveau du village. Bien sûr, tous les copains qui sont autour de nous, qui sont bien présents. Et ça fait plaisir de les retrouver ensemble. Passer un bon petit week-end ensemble. Venez de construction amateur au village là-bas. Vous allez avoir pas mal de choses sympas, pas une machine rétro, de construction amateur, des machines un petit peu innovantes. Et bah, j'espère que cette conférence vous a plu. Serge n'est pas là, non, pour finir? Bon. Ouais, du coup, Serge qui devait combler le trou jusqu'au moins jusqu'à 16h30, mais bon, c'est loupé. Dommage pour vous, ou comme ça vous finirez un peu plus tôt, parce que sinon, si vous avez des questions, on est ouvert à toute discussion. Oui. Juste une question comme ça. Je vois que vous avez utilisé plusieurs alliages différents d'aluminium. Est-ce qu'il y a une prononciation de résistance mécanique derrière ou est-ce que c'est par rapport à la disponibilité? D'accord, donc le 70-75 qui est le plus commun, il n'était pas. Ouais. Je sais pas au niveau de l'ARM, de l'ULM, en tout cas dans l'aviation lourde, j'en ai croisé pas mal, donc c'est pour ça que je me posais la question. Effectivement, c'est intéressant parce que avec ça, on prouve qu'avec des matériaux lambda, on peut effectivement faire un ULM qui correspond donc à la réglementation, qui a la résistance structurelle suffisante avec des matériaux qui ne sont pas des matériaux spéciaux. Nous, on a juste fait extruder le profilé du longeron parce que le 60-60 était pas bon. Enfin, ça passait pas, quoi. Mais on n'a pas besoin, je veux dire, d'utiliser euh, voilà, c'est vraiment du matériau lambda, quoi. Les nervures en polystyrène, c'est du polystyrène du bâtiment, hein.
Un, deux. Pascal, quel est le suivi administratif du départ au jour du premier vol? Alors, un privilège énorme dans l'ULM, c'est que vous ne le prenez pas comme je le dis, mais c'est qu'on fait absolument ce qu'on veut. Quand on a commencé à évoquer le PIAF au mois de janvier, on est parti sur un dessin. La machine, elle est ici, elle n'est pas finie, elle est loin d'être finie, mais elle est physiquement présente ici. Et on n'a à subir aucun contrôle. Et on a cette chance d'avoir des relations avec nos amis de la DGAC qui sont suffisamment solides et sereines pour qu'on nous foute la paix, en gros. Et il ne faut pas oublier que ces gens-là ont des contraintes. Alors, on rallouille tous contre les administrations, hein, moi le premier. Mais il ne faut pas oublier que les administrations, nous, on a des souhaits et les administrations ont des contraintes. Et quand on travaille avec une administration, si on ne tient pas compte de leurs souhaits, c'est même pas la peine d'exprimer nos contraintes. Donc, il faut travailler en bonne intelligence. Et le boulot qu'a fait Sébastien et son équipe depuis 8 ans, là, fait qu'on a une paix royale. Alors, une administration, elle restera toujours là pour réglementer, hein, on est bien d'accord. Et ils vont toujours chercher à en mettre un peu. Mais les bonnes relations qu'on a avec eux font qu'on est, surtout en monoplace, hein. Oui, Alors, en tout à fait. monoplace, c'est open bar, hein. On ne te demande rien. Tu fais ton dossier. S'il n'y a pas de faute d'orthographe, il passe. Voilà. Et une des actions, parce que Sébastien, vous avez compris que on sera, moi je serai candidat personnellement à la prochaine mandature. Ce que j'aimerais arriver, mais alors je ne suis pas un homme politique, je ne fais pas de promesses de campagne, hein. Mon souhait le plus cher, ce serait que la Fédé puisse s'occuper de l'identification des monoplaces en dessous d'une certaine masse. Enfin, là encore, l'administration a des contraintes, on a des souhaits. Il faudra trouver quelque chose entre les deux, hein. Mais voilà ce à quoi j'aimerais qu'on arrive, c'est faire échapper en fait le monoplace à l'administration, puisque la Fédé a une délégation déjà de service public. On doit pouvoir arriver à ça, je pense, raisonnablement dans les 4 ans à venir. Oui, enfin, je rejoins tout à fait ce que dit Didier. Bon, moi, j'ai quand même l'expérience, je veux dire, de construction dans presque tous les districts de France, à très, très rare exception. Je veux dire, on envoie son papier et comme dit Didier, s'il n'y a pas de faute d'orthographe et la pesée était bien sur le bon format, aucun souci. Et je dirais que faire voler un ULM, enfin monoplace, c'est plus facile que de mettre un vélo sur la route, hein. Par contre, le biplace, alors le biplace, ça dépend sur qui vous tombez au niveau du district, mais je trouve qu'il est quand même tout à fait logique qu'on demande effectivement un dossier de calcul, qu'on demande éventuellement des essais. C'est normal puisque bon, quand tu construis ta machine, tu la pilotes, tu en es responsable. Quand tu construis un biplace, tu emmènes quelqu'un qui, lui, malheureusement, il est responsable de rien. Ouais. Alors, par expérience, nous, les machines que mon père et moi avons dessinées, les machines JPM, euh, elles, euh, elles ont toutes fait l'objet d'un CNRA et on a envoyé, à chaque fois qu'on a réalisé un prototype qui a volé, on a envoyé le résultat des essais en vol et le dossier de calcul à la DGAC. Ça fait que, par exemple, un gars qui veut construire un Loiret ou un Gazelle, un Penex pareil, hein, la DGAC, elle voit Loiret, elle voit Gazelle. Ah ben, elle dit là, c'est bon, j'ai pas besoin. Elle ne va pas te demander de justifier les calculs d'un autre. Tu fais sur plan sur une machine connue, c'est bon. Alors, moi, je mettrais juste un petit bémol, c'est pas juste pour vous inquiéter ou autre, c'est par rapport aux motorisations. Si ce n'est pas des motorisations qui sont connues au niveau de l'aviation civile, chaque moteur a une fiche de référence. Là, je vous souhaite bon courage quand même pour référencer votre moteur au niveau de l'aviation civile. Donc attention à construire un moteur, on peut construire ce qu'on veut, mais avec des moteurs qui sont validés par l'ISAC. Et là, il faut rentrer dans des procédures qui sont très complexes, très longues. J'ai fait tout par rapport au moteur. C'est plus long. C'est assez bien, hein. Il faut prendre 3-4 mois tranquillement avec des sacs, il faut les appeler une fois tous les 2 jours. Ça se passe bien, mais c'est plus long. Si vous partez sur des moteurs Rotax ou des moteurs qui sont déjà certifiés entre guillemets par des sacs, c'est plus rapide.